Avant de commencer, une mise en garde s'impose. Ce contenu est présenté à des fins éducatives et de divertissement. Il s'agit d'une reconstitution du témoignage dans le procès impliquant Sean Combs, dit Diddy, tel que rapporté par la presse. La salle d'audience était déjà tendue lorsque la silhouette attendue par personne ne s'avança, frêle, mais visiblement habitée d'un feu intérieur, anxieuse et pourtant résolue. C'était Britney Spears. Pour la première fois depuis la levée de sa tutelle, elle s'approchait de la barre non pas en icône mais en survivante. Ce qu'elle s'apprêtait à révéler sur Diddy, sur les événements des VMA 2007, sur Lou Taylor et Robin Greenhill promettait d'être une décharge électrique. Le récit d'une trahison, d'une manipulation, d'une machine conçue pour la briser. Lui, il n'avait rien vu venir. Décortiquons ensemble l'exposé fait par Britney sous serment. Les procureurs avaient évoqué la possibilité d'un témoin mystère, mais nul n'avait envisagé sa venue. Quand Britney entra, le son feutré de ses talons sur le sol, son port altier malgré une tête légèrement baissée, le juge lui-même marqua un temps. Les avocats de Diddy échangèrent des regards chargés d'alarme. Combs s'agita sur son banc. Britney, elle, ne le regarda pas. Pas encore. Elle s'installa, les doigts entrelacés. La star avait disparu. Devant la cour se tenait une femme marquée par l'épreuve. S'éclaircissant la gorge, sa voix, d'abord tremblante, gagna en fermeté. On m'a dit de me taire pendant la majeure partie de ma vie, soi-disant pour ma protection. Ce n'était pas vrai. J'ai fini d'être silencieuse. Dès ces premiers mots, la salle se figea. Britney se présenta comme une victime du même réseau. Tout commença la nuit précédant les VMA de 2007. Je suis allée à une soirée organisée par Sean Combs. On m'avait assuré que c'était sans danger. Quelques verres, d'autres artistes, ce n'était pas sûr. Cette nuit-là a tout changé. Elle avait prévu de partir tôt. On lui tendit une flûte de champagne. Diddy sourit. Juste une, tout ira bien. Ce fut son dernier souvenir clair. Après ce verre, tout devint flot. La pièce s'est mise à tourner. Mes pensées ont ralenti. Des lumières, des rires, puis plus rien. Le lendemain, elle se réveilla désorientée. Ce n'était pas une simple gueule de bois, mais quelque chose de plus sombre. Son corps était lourd, sa mémoire fragmentée. Elle devait performer. Son équipe la poussa sans ménagement. Le spectacle doit continuer. Les jurés étaient visiblement perturbés. Diddy ne levait pas les yeux. Je sais maintenant. Cette nuit était un coup monté. Ce n'était pas une fête, c'était un piège. Ce verre fut le commencement de tout. Elle détailla ensuite la soirée à Vegas, qu'elle croit avoir été orchestrée pour l'humilier et faire dérailler sa carrière. C'était calculé. Il m'avait choisi comme son prochain sacrifice et je l'ignorais. Le décor, une boîte de nuit sélecte au Caesars Palace, des flashs incessants, Diddy en hôte tout-puissant, étrangement attentif à elle. Il ne cessait de me regarder, de m'offrir des verres. Lorsqu'il prit le micro, j'avais l'impression d'être exhibée. Diddy n'était pas le seul à exercer une pression. Plusieurs personnalités de l'industrie étaient présentes, des individus liés à TriStar, la future firme qui gérerait sa tutelle. Parmi eux, Robin Greenhill, silencieuse observatrice. Son nom figure aujourd'hui dans la plainte de Lil Rod pour la gestion de paiement de Diddy liée à des accusations de trafic sexuel. Britney ne connaissait pas son nom à l'époque, mais se souvenait de son visage. C'est Robin qui l'avait conduite au salon VIP avec Diddy, juste avant que tout ne devienne noir. Je leur faisais confiance, je ne pensais pas être en danger, j'ai été piégée. Après un seul verre, elle se sentit déconnectée. Sa vision se brouilla, ses pensées ralentirent, elle perdit l'équilibre. Quelqu'un lança « Elle est cuite ». Des rires, puis plus rien. À son réveil, elle sentit que quelque chose lui avait été fait. On lui assura qu'elle allait bien. Personne ne m'écoutait. On disait que j'étais dramatique. Mais je savais. C'était un rituel d'humiliation préparant la suite. Lui, au centre. Au VMA, elle n'était pas remise. J'avais des vertiges, j'étais instable, je n'étais pas moi-même. Son équipe insista, mais je n'allais pas bien et il le savait. Au maquillage, on lui tendit un costume qu'elle ne reconnaissait pas. Le tristement célèbre ensemble soutien-gorge à paillettes et short qui serait tant moqué. Elle avait demandé autre chose. J'ai dit « ça ne me va pas ». Quelqu'un a répondu « porte-le ». Poussé sur scène. La musique, les lumières. Britney, figée. J'essayais de danser, mais j'étais tellement ailleurs que je pouvais à peine bouger. Sa performance fut un désastre. Orchestré, affirmait-elle. Ils se sont assurés que j'échoue. Lui, il regardait, souriant, calme. Ce regard, ce n'était pas de la confusion, c'était de la satisfaction. Puis commença la frénésie médiatique, les gros titres, le narratif de la dépression, la cure de désintoxication, la tutelle. Ils m'ont humilié, brisé devant le monde entier, puis ont utilisé cela pour m'enfermer. Elle regarda Diddy. « Tu as commencé cela. Moi, j'y mets fin. » Sa voix tremblait mais restait claire. Elle parlait en survivante. « Je ne me suis pas effondrée. Ils m'ont démantelée. » Elle nomma Lou Taylor, Robin Greenhill, TriStar International. Des mots qui hantaient son histoire, enfin prononcés sous serment.
Les avocats de Didi se raidirent. Après les VMA de 2007, son téléphone explosa. Des exigences, évaluation, les séjours en centre sans son consentement. Lou et Robin planaient, omniprésentes. Des répétitions pour pire. Ils mettaient en place la tutelle avant même que je ne connaisse le mot. Un moment glaçant, j'ai découvert que Lou Taylor avait travaillé avec Sean Combs. Ils venaient du même label, Upton Records. C'est comme ça qu'ils se connaissaient. Une photo d'article confirmait leur lien. Je n'ai pas simplement fini avec l'équipe qui a détruit ma liberté. J'ai été livrée à eux. Elle est convaincue que Didi et Lou Taylor s'étaient parlé après les VMA. Sa dépression publique justifiait la tutelle. Ils disaient que j'étais trop émotive, mais c'était eux qui tiraient les ficelles. Robin Greenhill, l'ombre de Lou, faisait le sale boulot, approuvant des virements des comptes de Didi à des femmes de son réseau. On l'appelait comptable. Moi, je l'appelle une manipulatrice. Les centres de traitement étaient une machinerie pour la briser. Ils disaient que j'avais besoin d'aide, mais ils m'ont droguée jusqu'à ce que je ne puisse plus parler. Forcée aux Caraïbes, puis à Malibu, et enfin chez elle, sous des régimes médicamentaux stricts. Je survivais, et j'étais traitée comme une criminelle. Elle avait peu de contrôle. Ses visiteurs, des représentants de Tristar, des avocats de son père, tous orchestrés par Lou. Un des médicaments lui causait de graves pertes de mémoire. Je ne savais plus quel jour on était. Je fixais les murs. Quand je demandais pourquoi, il me répondait que j'avais consenti. Mais c'était faux. Un jour, on lui présenta un formulaire Tristar, avec une ligne de signature vierge. Pour ma sécurité, m'a-t-on dit. Je tremblais. J'avais peur de perdre mes enfants. Elle signa. Le lendemain, la tutelle commençait. Elle marqua une pause, retenant ses larmes. Je n'ai pas été protégée, j'ai été emprisonnée. Lou Taylor aurait détourné des centaines de milliers de dollars vers Tristar, le conseiller financier de Didi étant en copie de certaines communications. Pourquoi mon argent était-il lié à l'homme qui m'a donné ce verre? Toute résistance était punie. Plus de médicaments, plus de restrictions. Lui, il était tenu au courant. Il regardait de loin, sans rien faire. Sa voix devint basse, mais ses mots frappaient. J'ai perdu le contrôle de ma vie, de mon image, de mon corps, de ma vie privée. Elle avait un accès total à son téléphone, à sa maison, à son emploi du temps. C'était de la surveillance. Il y avait des caméras partout, même dans ma chambre. Interdit de fermer la porte. Les messages avec ses enfants étaient surveillés, ses recherches Google également. Si je cherchais mon propre nom, il verrouillait l'iPad. Black Box Security travaillait avec Tristar. Robin Greenhill avait créé des comptes iCloud miroirs. Elle l'apprit d'Alex Vlasov, un ex-employé. Une phrase glaçante suivit. Ils ne m'ont pas seulement suivi, ils m'ont enregistré. La salle se figea. J'ai demandé à voir les enregistrements. Pour ma sécurité, disait-il. Je sais ce qu'il faisait. Il collectait des preuves de ma faiblesse pour me faire taire. Un enregistrement l'a montré craquant lors d'une répétition pour les VMA. Il fut montré à son équipe juridique comme preuve de son instabilité. Et cette nuit-là, à la fête avec Didi, j'ai demandé les images de surveillance. Inexistantes, m'a-t-on affirmé, mais je crois qu'elles existent. Sauvegardées, utilisées. Elle regarda Didi. Tu as dit que tu voulais m'aider, mais c'est moi qui ai été enfermée. J'ai perdu 14 ans. S'adressant au jury, je sais ce que les gens pensent, que j'étais hors de contrôle. Mais ils n'ont vu que ce qu'on leur a montré. Les extraits, les crises. Ce n'était pas moi, c'était ce qu'ils m'ont fait. Elle ferma son classeur, mais elle ne faisait que commencer. Son ton changea, annonçant un chapitre sombre. Les lumières parurent plus faibles. La nuit où ils lui prirent tout. Tout était lié au Pure Night Club. Savez-vous ce qui est pire que de perdre la tête? C'est qu'on vous dise que vous la perdez, alors qu'un autre en est la cause. Elle décrivit son réveil le matin du 9 septembre 2007. Son corps tremblait, sa coordination était défaillante, sa mémoire fragmentée. Ce n'était pas la gueule de bois, j'avais été altérée. Après sa performance moquée, elle fut ramenée à l'hôtel. Lou Taylor l'appela. « Tu as besoin de structure, nous pouvons t'aider. » Elle proposa un traitement, une gestion médiatique. Mais il y avait des conditions. En une semaine, ses documents juridiques changèrent. Des inconnus géraient ses décisions. Révélation, Didi aurait appelé Lou Taylor après les VMA. Il lui aurait dit que j'étais allée trop loin, que le public avait vu ce qu'il fallait voir. Pause. Une nuit, une performance. Et soudain, je ne possédais plus ma vie. La même nuit, un employé du lieu, témoin de son effondrement, tenta de la joindre. Sans succès. Didi avait des relations avec les médias des VMA. Le récit a vite changé de mauvaise nuit à hors de contrôle. Cela justifiait tout ce qui a suivi. Sa voix se fit plus forte. Je ne me suis pas effondrée, j'ai été abattue. La salle était stupéfaite. Britney, les mains stables. Lui, il n'était pas un simple invité au VMA, il en était l'architecte.
La salle resta figée lorsqu'elle révéla une preuve. On m'a dit pendant des années qu'aucune vidéo de cette nuit n'existait. Ils ont menti. Je l'ai vu. Un ex-employé de Tristar l'avait contacté. Il aurait vu des images brutes, non coupées, du 8 septembre 2007 de la fête de Didi au Pure. Jamais diffusées ni loguées. Elles ne sont pas passées par la sécurité de l'hôtel. Elles sont allées directement à Didi. Sur les images, elle danse, puis boit d'une flûte tendue par un homme en costume gris, un assistant de Didi. Elle trébuche, s'assoit, désorientée. Des hommes l'entourent. Elle est conduite hors champ. C'est suffisant. Cela montre que je n'étais pas en contrôle, que je ne suis pas sortie seule. Ces images furent montrées à Robin Greenhill et à Tristar, non pour l'aider, mais pour les archiver, comme une assurance. Ils ne les ont pas détruites, ils les ont stockées, comme un trophée. Le lanceur d'alerte affirma que Tristar possédait des dizaines d'enregistrements similaires, d'autres artistes. Il filmait des filles lors de fêtes, dans des hôtels, des salles de bain. Didi y avait accès. Il ne m'a pas seulement filmé, il m'a gardé. Elle regarda le jury. Comprenez-vous maintenant pourquoi je ne pouvais pas m'en sortir? À chaque tentative, ils avaient de quoi me tenir. Ma performance au VMA, ce n'était pas une crise, c'était une preuve utilisée pour m'enfermer. Se tournant vers Didi, toi, tu as regardé, tu as laissé faire. Maintenant, tu ne te cacheras plus. Son témoignage final, sa voix sans tremblement, emplie de douleur et de fureur. Je veux dire ceci clairement, pour mémoire. Je ne suis pas folle. J'ai été mise en cage. Elle regarda le juge, puis le jury. Ils ont fait de moi une blague, m'ont dépeinte comme instable. Quand j'ai crié, ils ont dit que c'était la dépression, mais je ne m'effondrais pas. Je hurlais. Sous tutelle, elle fut surveillée 24 heures Sevan. Appel enregistré, médicaments contrôlés, enfants retirés, revenus versés à un réseau lié à Tristar et Didi. J'ai perdu 100 millions. Pour me protéger, disait-il. Ils protégeaient leur système. Même après, elle eut peur de parler. On m'a dit que Didi avait des gens, si j'ouvrais la bouche, je disparaîtrais. Je me suis tue, jusqu'à maintenant. Un moment inattendu. Elle sortit une note pliée, manuscrite, usée. Une lettre écrite en 2009, jamais envoyée. J'ai écrit ça à Didi. J'avais 27 ans. J'essayais de comprendre pourquoi un quasi-inconnu avait ruiné ma vie. Elle lut. J'espère que ça en valait le coup. Quoi qu'il t'ait promis, tu les as aidés à me faire du mal. Je ne sais pas si tu l'admettras un jour, mais je sais. Je l'ai vu sur ton visage, la nuit du toast au VMA. Tu savais que j'étais piégée et tu as souri. Didi restait immobile. Britney replia la note. Je ne fais pas ça pour l'argent, ni pour la gloire. Je le fais pour que mes enfants sachent la vérité, que leur mère n'était pas une ratée. Elle a été piégée. Se tournant vers le juge, pendant 14 ans, j'ai supplié qu'on m'écoute. Maintenant, vous l'avez fait. Ne détournez plus le regard. Sur ces mots, Britney Spears se leva, remercia la cour et sortit. Non pas en pop star, mais en femme ayant enfin raconté l'histoire qu'ils avaient voulu enterrer. Didi ne parla pas. Il ne le pouvait pas. Pour la première fois, c'était lui qui était observé.